Ce matin, j'ai signé leur arrêt. 3 signatures, 3 recommandés, 3 destins scellés. Ils ont vendu mon cerveau. Ils ont juste oublié de vérifier à qui il appartenait. Augustin m'avait appris à lire un bilan. Édouard m'avait ouvert les portes du COMEX. Bertrand m'avait serré la main le jour de mon recrutement en disant « Bienvenue dans la famille ». La famille, laissez-moi rire. Tout a commencé il y a 6 mois, en juillet. Paris suait sous 38 degrés, et moi, je suais du sang dans un open space désert. Voici comment j'ai fait tomber 3 hommes qui pensaient que la science leur appartenait parce qu'ils avaient signé le chèque. Si toi aussi tu penses qu'on ne vole pas impunément le travail d'une femme, écris en commentaire « Ils l'ont mérité ». Mets un like et abonne-toi à la chaîne. Et maintenant écoute bien, parce que c'est mon histoire du début à la fin. Cette lettre, je l'écris pour toi, Augustin. Parce que tu ne sauras jamais d'où le coup est venu, et que cette ignorance me procure une joie que tu ne peux pas imaginer. Mais je veux qu'un jour, quelqu'un te la lise, que tu comprennes enfin. Je m'appelle Pauline, docteur en biotechnologie, promotion 2014, Université de Strasbourg. Pas Polytechnique, pas HEC, pas le bon tampon sur le diplôme pour le 8e arrondissement. 8 ans de recherche appliquée, 4 brevets, 4 innovations qui ont fait passer Solventia Mutuelle d'un acteur régional à un candidat sérieux pour le top 10 des assureurs santé. Mon algorithme de scoring actuariel a fait économiser 47 millions d'euros en 3 exercices. Mes modèles prédictifs sur les tables de mortalité post-Covid ont été copiés par 2 réassureurs suisses. 47 millions. Et moi, coincé au même échelon depuis 2019, dans un open space au 4e étage d'une tour de la Défense, où les néons clignotaient comme des signaux de détresse que personne ne décodait. Solventia, c'était une mutuelle parapublique, née d'une fusion entre 3 caisses régionales dans les années 90. Le genre d'institution où les fonctionnaires historiques côtoient les consultants McKinsey, où les procédures datent de Chirac et les outils de gestion de la semaine dernière. Après le Covid, le conseil d'administration a ouvert le capital. C'est là que ton fonds est entré, Augustin. Alphar Capital, basé au Luxembourg, enregistré aux îles Caïmans pour la holding mère. Tu as racheté 34% des parts avec l'argent de retraités américains qui ne savent même pas épeler mutuelle. Et tu as installé tes 2 lieutenants, Édouard à la direction financière, Bertrand à la stratégie. 3 hommes en costume identique, dans des bureaux blancs sans une photo de famille, avec des écrans Bloomberg et des tableurs où les employés n'étaient que des lignes à supprimer. Le moment où j'ai compris que quelque chose clochait, le plan social. Annoncé un mardi de juin, par visioconférence Teams, pendant que la moitié des équipes étaient en télétravail. 120 postes supprimés, dont toute mon équipe R&D, sauf moi. On m'a gardé, pas par respect, par calcul. Mes brevets étaient en cours de cession à une filiale irlandaise. Ils avaient besoin de ma signature. L'humiliation n'est pas venue d'un coup. Elle s'est installée comme une moisissure. Le premier signe, c'est Édouard. Grand, sec, la mâchoire carrée d'un homme qui confond la dureté avec la compétence. Il m'a convoqué dans la salle Descartes, ironie que personne n'a relevée, et m'a expliqué, les mains croisées sur la table en verre, que mes fonctions allaient évoluer. Évoluer, le mot préféré des lâches. En clair, plus de recherche, plus d'accès aux données actuarielles, plus de réunions stratégiques. On me retirait mes missions comme on retire les meubles d'un appartement avant de le vendre. Pauline, le marché change, la R&D sera externalisée. Tu comprends, c'est une question de rationalisation. Il souriait en disant ça, ce sourire mince, horizontal, qui ne monte jamais jusqu'aux yeux. Derrière lui, à travers la baie vitrée, le soleil de juillet écrasait les tours de la Défense. Les reflets sur le verre brûlaient la rétine. Bertrand, lui, opérait différemment, plus sournois, le genre à ne jamais te dire non en face. Il annulait mes invitations au comité de direction par des erreurs Outlook. Il déplaçait mon poste de travail, d'abord près des toilettes, puis dans un recoin sans fenêtre que les stagiaires appelaient le placard. Il répondait à mes emails avec 3 jours de retard,
toujours en copiant quelqu'un d'autre, toujours avec cette formule, comme évoqué précédemment, alors que rien n'avait été évoqué. Et Augustin, mon mentor, celui qui m'avait recruté, qui avait relu ma thèse, qui m'avait dit un soir de décembre 2016 dans un restaurant de la rue Marbeuf, « Pauline, tu as un cerveau que cette boîte ne mérite pas encore, mais elle le méritera, je te le promets. » Ce même homme m'a regardé lors du COMEX de juillet et a dit sans ciller, « La direction R&D n'a plus de raison d'être dans le nouveau périmètre. » Pas un regard, pas un désolé, pas même la politesse de mentir. Dans l'open space désert, juillet, Paris, tout le monde en vacances, sauf les stagiaires et les condamnés, j'ai senti quelque chose se solidifier au fond de ma poitrine. Pas de la colère, quelque chose de plus froid, de plus utile. Pas cette fois, pas moi, pas après tout ce que j'ai construit. Vous avez pris mes brevets, mes équipes, mon bureau. Vous n'aurez pas mon silence. Vous croyez que je suis une ligne sur votre tableur? Je suis la formule entière, et je vais vous le démontrer. La découverte a commencé par accident. Ou plutôt par méthode. La méthode d'une chercheuse qui ne sait pas s'arrêter de chercher. Un soir de la 3e semaine de juillet, je suis resté tard. L'open space était vide. Les néons grésillaient dans ce silence cotonneux des bureaux abandonnés. Mon écran projetait sa lumière bleue sur mes mains. J'avais encore accès, à l'époque, au serveur de conformité Solvabilité 2, les rapports trimestriels, les provisions techniques, les ratios de solvabilité. Et c'est là que j'ai vu. Les chiffres ne collaient pas. Le ratio SCR affiché au régulateur indiquait 132%, mais les documents internes, ceux que j'avais contribué à construire, montraient un ratio réel de 87%, en dessous du seuil. Solvencia était en danger. Les réserves techniques avaient été gonflées artificiellement, les provisions pour sinistres sous-évaluées de 60 millions d'euros. 60 millions. L'équivalent de 3000 indemnisations refusées à des assurés qui croyaient être protégés. Édouard avait signé les comptes. Augustin avait validé la stratégie. Bertrand avait rédigé les notes aux actionnaires. L'entreprise était au bord de la faillite, et il le cachait. À la CPR, aux actionnaires, aux employés qui venaient de perdre leur poste dans un plan social justifié par des contraintes de marché, alors que la vraie raison était un trou de 60 millions creusé par leur propre avidité. Mon carnet Moleskine, celui que je trimballe depuis mon premier jour, celui où je note tout, les réunions, les chiffres, les phrases entendues, est devenu mon arme. J'ai commencé à comparer. Les documents comptables officiels d'un côté, mes notes personnelles de l'autre. La superposition des différences racontait toute l'histoire de la fraude. C'est dans mon appartement du 15e que le dossier a pris forme. Chaque soir, le même rituel. Un verre de Côte-du-Rhône, le même domaine que mes parents servent à Noël, un rappel de la maison, de la Bourgogne, de quelque chose de stable. L'ordinateur portable ouvert sur la table de la cuisine. Les comptes de Solvencia d'un côté de l'écran, mes notes de l'autre. Dehors, Paris suffoqué. Mon appartement sous les toits transformait la chaleur en étuve. Le ventilateur brassait un air tiède qui ne rafraîchissait rien. Je portais un débardeur trempé de sueur, les cheveux relevés en chignon défait, les pieds nus sur le parquet qui craquait. Et sur mon écran, des chiffres qui dansaient comme des fantômes. Les provisions pour sinistres, 27 millions déclarés, 49 millions en réalité. Les frais de gestion, masqués dans des lignes de conseil stratégique facturées à une société écran domiciliée au Luxembourg, une filiale d'Alphar Capital. Augustin se payait lui-même, avec l'argent des cotisants. Le contraste me saisissait chaque soir. Le calme de mon salon, la lumière orange du lampadaire filtrant à travers les rideaux, le bruit lointain d'un scooter sur le boulevard et l'ampleur du désastre sur mon écran. Comme regarder un incendie depuis une fenêtre fermée, mes mains tremblaient parfois. Pas de peur, d'épuisement. L'insomnie s'était installée comme un locataire permanent. 3 heures de sommeil par nuit, 4 cafés avant midi, des cernes que même le correcteur ne couvrait plus. Mon médecin du travail, docteur Marchand, la seule personne honnête dans tout le dispositif RH, avait noté dans mon dossier « syndrome d'épuisement professionnel, stade avancé, lien direct avec les conditions de travail ».
Un rapport que les RH avaient égaré 2 fois. J'ai contacté Nadia d'abord. Nadia Lefebvre, ancienne actuaire, virée lors du plan social, reconnue comme la meilleure modélisatrice de risque de la boîte. Petite, nerveuse, le genre à terminer vos phrases parce que son cerveau tourne plus vite que votre bouche, elle m'a dit au téléphone, d'une voix plate, « J'attendais que quelqu'un appelle. J'ai gardé des copies. » Puis maître Clémence Daubigny, avocate spécialisée en droit financier, recommandée par un ancien collègue. Bureau rue de Rivoli, 6e étage, bibliothèque juridique du sol au plafond. Elle a écouté pendant 40 minutes sans m'interrompre, puis elle a dit « Vous avez assez pour la CPR, mais si vous voulez les achever, il faut la CNIL. » La CNIL, parce que dans ma fouille des serveurs, j'avais aussi découvert autre chose, un logiciel de surveillance installé sur les postes des employés. Capture d'écran toutes les 5 minutes, suivi des frappes clavier, géolocalisation des téléphones professionnels, aucune déclaration, aucun consentement. Une violation du RGPD tellement flagrante qu'elle ressemblait à de l'arrogance. Mon carnet Moleskine grossissait. Date, heure, capture d'écran, monte fichier, chemin d'accès. Tout horodaté, tout méthodique. La chercheuse en moi faisait ce qu'elle savait faire, documenter. Et puis il y avait le contrat, mon contrat de travail original, signé en 2016, quand Augustin dirigeait encore la boutique avec une vision. Page 14, article 12.3, alinéa B, une clause de propriété intellectuelle rédigée à la hâte par un juriste stagiaire. Les innovations développées par la salariée dans le cadre de ses fonctions restent sa propriété intellectuelle jusqu'à leur cession formelle, laquelle nécessite un accord écrit et signé des 2 parties. Un accord écrit, signé, qui n'avait jamais été rédigé. Mes brevets m'appartenaient toujours, légalement, irréfutablement. Augustin avait racheté une entreprise dont l'actif principal, ma recherche, ne lui appartenait pas. Je me suis souvenu, à cet instant, d'une scène, 3 ans plus tôt. Marine, ingénieure qualité, 42 ans, 2 enfants. Elle avait refusé de signer un rapport de conformité truqué. Bertrand l'avait convoquée. 2 semaines plus tard, elle était en arrêt maladie. 1 mois après, rupture conventionnelle. Je l'avais croisée dans le couloir le jour de son départ. Elle portait un carton avec une plante verte et un cadre photo. Elle m'avait regardé. Je n'avais rien dit, rien fait. J'avais baissé les yeux et j'étais retourné à mon bureau. Cette culpabilité-là, je la porte encore. Elle est le moteur silencieux de tout ce qui a suivi. Je me bats aujourd'hui aussi pour racheter ce silence. Le piège est tombé un lundi matin d'août. J'ai ouvert mon ordinateur portable, lancé le VPN, entré mes identifiants. Écran rouge. Accès refusé. Contactez votre administrateur réseau. Mon badge ne fonctionnait plus sur le serveur partagé. Ma boîte mail professionnelle, verrouillée. Mon accès au logiciel actuariel, révoqué. Même le Slack interne, ce Slack où personne ne disait rien d'important mais où tout le monde performait la bienveillance, m'avait éjecté. Bertrand. Sa signature était partout. Un email au DSI, envoyé le vendredi à 23h. Merci de procéder à la restriction immédiate des accès de Madame Renaud pour raison de sécurité informatique. Cordialement. Pas de justification, pas de notification préalable, pas de respect du protocole RH. Ils pensaient me couper les ailes. Ils arrivaient 6 semaines trop tard. Chaque document pertinent dormait déjà sur 3 supports distincts. Une clé USB chiffrée dans le tiroir de ma table de nuit, une copie sur un cloud personnel sécurisé et une 3e chez Maître Daubigny dans un coffre dont seule elle avait le code. Les captures d'écran du logiciel de surveillance, les comparatifs comptables, les emails internes, les témoignages signés de 12 collègues que j'avais contactés un par un, dans des cafés, loin des bureaux, loin des micros, tout était en lieu sûr. J'ai refermé mon ordinateur, j'ai bu une gorgée de café froid, ce goût amer et métallique qui était devenu le goût de mes matinées, et j'ai souri, pour la première fois depuis des semaines. Il venait de me donner la preuve de représailles. L'article L1152-2 du Code du travail interdit toute sanction contre un salarié qui dénonce des faits de harcèlement. Couper mes accès sans motif disciplinaire, c'était un aveu, signé, tamponné, daté.
Nadia m'a appelé ce soir-là. Sa voix avait cette vibration que je connaissais, l'excitation d'une découverte. Pauline, l'article 12.3 de ton contrat, tu l'as relu? C'est ma carte maîtresse. Un silence, puis tu vas les atomiser. Le plan s'est mis en place avec la précision d'un protocole de recherche. Étape 1, l'alerte CNIL pour la surveillance illégale. Le détonateur, celui qui force une enquête externe et empêche tout étouffement interne. Étape 2, le signalement à l'ACPR pour les comptes falsifiés. Le coup au foie, celui qui fait venir les inspecteurs. Étape 3, la mise en demeure pour violation de propriété intellectuelle. Le coup de grâce, celui qui vide la coquille. Maître Daubigny a préparé les 3 dossiers en parallèle. Nadia a vérifié chaque chiffre, chaque ratio, chaque écart. Le docteur Marchand a transmis ses rapports à l'inspection du travail. 12 collègues, contactés séparément, ont signé des attestations décrivant le harcèlement systématique, la mise au placard, les réunions fantômes, les humiliations quotidiennes. Un allié inattendu est apparu. François, le vieux délégué syndical, celui que tout le monde ignorait, celui qui traînait sa sacoche usée dans les couloirs depuis 25 ans. Il m'a croisé à la machine à café un mardi soir. L'open space était vide. La lumière des néons faisait de nos visages des masques de cire. Il m'a regardé. Il a dit simplement « Ce que tu fais, c'est ce que j'aurais dû faire il y a 15 ans. Ne lâche rien. » Juste ça, 8 mots. Mais dans la solitude de ce combat, ces 8 mots valaient une armée. Le 1er septembre, à 9h du matin, 3 enveloppes recommandées sont parties simultanément. Une pour la CNIL, une pour l'ACPR, une pour le cabinet d'avocats de Solventia. À 10h, Maître Daubigny a envoyé par email la mise en demeure de propriété intellectuelle. 4 brevets, valorisés à 22 millions d'euros dans les comptes de Solventia, appartenant légalement à une salariée que l'entreprise venait de mettre au placard. La clause oubliée. Le contrat que personne n'avait relu. La page 14 qu'aucun auditeur d'Alphar Capital n'avait vérifié. À 11h, les inspecteurs de l'ACPR ont décroché leur téléphone. À 14h, la CNIL a ouvert un dossier. Je n'étais pas dans les bureaux ce jour-là. J'étais chez moi, dans mon appartement du 15e, le ventilateur qui tournait, un café qui refroidissait sur la table. Mon téléphone vibrait toutes les 3 minutes. Des messages de collègues. Il se passe quoi? Il y a des gens en costume dans le hall. Augustin est enfermé dans son bureau depuis 2 heures. Le lendemain, j'ai reçu un appel de l'assistante de direction. On me priait de venir au siège. Salle du conseil, 18e étage. Vue panoramique sur la Défense. La lumière de septembre entrait par les baies vitrées, dorées, presque tendres, en contraste total avec les visages qui m'attendaient. Augustin était assis au bout de la table ovale. Costume gris, cravate défaite, je ne l'avais jamais vu avec une cravate défaite. Ses mains étaient posées à plat sur la table, comme pour l'empêcher de trembler. Édouard se tenait debout près de la fenêtre, le regard fixe, la mâchoire serrée si fort que les muscles de ses tempes pulsaient. Bertrand, le plus nerveux des 3, faisait tourner un stylo entre ses doigts. Clic, clic, clic. Le bruit résonnait dans le silence de la pièce comme un métronome. Leur avocat, Maître Legendre, un ténor du barreau que j'avais vu plaider au prud'homme dans une vie antérieure, a pris la parole le premier. Voix posée, ton conciliant. Madame Renaud, nous souhaiterions trouver une solution amiable. Maître Daubigny, à côté de moi, a ouvert son dossier sans un mot. Elle a déposé sur la table 3 documents. Le rapport ACPR préliminaire, la notification CNIL et mon contrat de travail ouvert à la page 14, l'article 12.3 surligné en jaune. Le silence qui a suivi était le plus beau silence de ma vie. Augustin a lu. Ses yeux se sont arrêtés sur la clause. J'ai vu exactement le moment où il a compris. Un micro-affaissement des épaules, un clignement trop long, comme si son cerveau avait besoin d'une seconde supplémentaire pour accepter ce que ses yeux voyaient. Son empire de papier reposait sur des brevets qu'il ne possédait pas. Il a levé les yeux vers moi. Pour la première fois en 6 mois, il m'a vraiment regardé. Je n'ai rien dit. Je n'avais rien à dire. Le dossier parlait tout seul. Édouard a été le premier à craquer.
C'est du chantage. Sa voix était montée d'un demi-ton, trahissant la panique sous l'arrogance. Maître d'Aubigny a répondu sans le regarder. C'est du droit, monsieur. Article L 611-7 du Code de la propriété intellectuelle. La clause est valide, le tribunal tranchera. En attendant, toute exploitation des brevets constitue une contrefaçon. Bertrand a posé son stylo. Clic. Dernier clic. Il a dit, d'une voix que je ne lui connaissais pas, une voix d'enfant pris en faute, « Qu'est-ce que vous voulez ?» Ce que je voulais que Marine, l'ingénieure aux 2 enfants, reçoive des excuses. Je voulais que les 60 millions de provisions manquantes soient reconstituées. Je voulais que les 120 employés licenciés sachent pourquoi. Je voulais que mon nom figure sur mes brevets. Mais je n'ai rien dit de tout ça dans cette salle, parce que ma victoire n'était pas dans cette pièce, elle était déjà en route. Le soir même, Mediapart a publié un article. Source anonyme, Solventia mutuelle, maquillage comptable, surveillance illégale et harcèlement systémique, le triple scandale d'un fonds prédateur. L'article citait des documents, mes documents, ceux que j'avais transmis 3 semaines plus tôt avec la bénédiction de maître d'Aubigny. La cascade a été rapide. En 48 heures, l'ACPR a déclenché un contrôle sur place. La CNIL a prononcé une mise en demeure publique. Le cours de l'action Alphar Capital, coté à l'ombre, a chuté de 17%. Les réassureurs ont gelé leur contrat. Augustin a été démis de ses fonctions de président par le conseil d'administration, le même conseil qu'il avait nommé. Édouard a fait l'objet d'une plainte pour faux et usage de faux, déposée par le parquet national financier. Bertrand a négocié son départ dans la nuit, le premier à fuir, comme toujours. 12 collègues ont été reçus par l'inspection du travail. Le médecin du travail a été auditionné. Le plan social a été suspendu dans l'attente de l'enquête. Je les ai regardés tomber depuis mon appartement, sur mon écran, pas à travers une fenêtre. Les alertes des échos, les notifications LinkedIn, les messages WhatsApp de collègues incrédules. Le calme de mon salon, le bruit du ventilateur, le reste de Côtes-du-Rhône de la veille. Augustin n'a jamais su que c'était moi, pas avec certitude. Il soupçonne sans doute, mais les preuves sont venues de partout, de l'ACPR, de la CNIL, de Mediapart, du PNF, un essaim sans règne visible. C'est ce que j'avais voulu, pas la confrontation spectaculaire, la disparition méthodique de leur pouvoir, sans visage à haïr. Octobre. Paris a retrouvé ses couleurs d'automne. Les marronniers du boulevard jaunissent, la lumière change, plus basse, plus douce, comme un parbon. J'ai signé un protocole transactionnel. Mes brevets ont été rachetés à leur juste valeur, 22 millions, pas 1 centime de moins. J'ai négocié la création d'un fonds de compensation pour les assurés dont les sinistres avaient été indûment refusés. Et j'ai obtenu un siège au comité scientifique de la nouvelle gouvernance, avec droit de veto sur toute cession de propriété intellectuelle. Le nouveau bureau est au 12e étage, plus grand que l'ancien. Une fenêtre qui donne sur l'ouest. Le soir, le soleil de septembre inonde la pièce d'une lumière cuivrée qui ressemble à la justice, chaude, tardive, mais réelle. La porte reste ouverte. La première chose que j'ai faite, c'est appeler Marine, l'ingénieure aux 2 enfants, celle que j'avais laissée partir sans un mot 3 ans plus tôt. Je lui ai proposé de revenir. Elle a pleuré, moi aussi, mais pas longtemps, nous avions du travail. Mon carnet Moleskine est posé sur le bureau, usé, corné, taché de café. Je l'ai ouvert à la première page, la date, 14 mars 2016, mon premier jour chez Solventia. J'avais noté de mon écriture serrée de doctorante, jour 1. Augustin dit que cette entreprise sera ma maison. On verra. On a vu. Il y a des choses qu'on ne pardonne jamais dans le monde de l'entreprise. Pas la trahison, non. Le manque de respect. La certitude tranquille qu'on peut prendre le cerveau d'une femme, le vider, le revendre et qu'elle dira merci. Mon insomnie n'a pas complètement disparu. Certaines nuits, je me réveille à 3 heures, le cœur battant, les mains moites. Le corps se souvient de ce que l'esprit a décidé d'oublier. Mais au matin, quand je m'assois devant mon écran, quand les chiffres défilent et que la recherche reprend,
Cette recherche qui est mon ADN, mon empreinte, ma raison. Je sais que le prix payé en valait la peine. Augustin, si quelqu'un te lit cette lettre un jour, je ne te déteste pas. La haine consomme trop d'énergie et j'en ai besoin pour ce qui compte. Mais sache ceci, la prochaine femme que tu croiseras dans un laboratoire, dans un open space, dans une salle de réunion, regarde-la bien, vérifie son contrat, lis la page 14 et surtout, ne sous-estime jamais quelqu'un qui prend des notes.